comment l'enfermement de quelqu'un peut-il préparer à son devenir en liberté? C'est antinomique. Je pense que lorsqu'on va en prison, c'est que déjà dans son esprit, dans sa tête, on est un peu fermé, quoi. On a des verrous. Ce qu'il faudrait, c'est les faire sauter. En prison, on nous verrouille encore plus. C'est pas possible, ça n'a pas de sens. On va préparer une sortie enfermée. Après 1 mois, 1 an, 20 ans derrière les barreaux, un jour ils sortent. Ils sont enfin libres. Libres de reconstruire des liens avec leur famille, libres de travailler, libres de se loger, libres de vivre, tout simplement. Mais avec 6 € en poche, pas d'emploi, et la prison derrière soi, la liberté n'est pas indolore. Si chaque année, 85 000 détenus franchissent les portes de la prison, seuls 30% arrivent à s'en sortir. Je ne suis pas certain d'être réinséré. C'est tous les jours un combat pour pas y retourner, quoi, parce que j'ai pas des siècles à vivre. J'ai passé 26 ans là-bas, et puis peut-être la réinsertion, c'est de la lâcheté. J'ai quand même la rage, quoi. 26 ans, 8 ans de quartier de haute sécurité, dont 12 ans pour une erreur judiciaire qui n'a jamais été réparée. Roger Knobelpies est condamné en 1972 à 15 ans de réclusion criminelle. Accusé d'avoir agressé un pompiste avec une arme pour un butin de 800 francs, il ne cessera de clamer son innocence. De sa cellule, Roger Knobelpies dénonce l'inhumanité du système carcéral. Il écrira 2 livres sur les quartiers de haute sécurité et les humiliations faites aux détenus. Autour du tôlard militant, écrivains, intellectuels et artistes se mobilisent. Depuis le temps qu'on a essayé de charger Roger Knobelpies, qu'on a essayé de l'écraser, c'est bien qu'à un moment donné ça s'arrête parce qu'on n'a pas le droit de s'acharner sur un homme comme ça. Celui qu'on appelle Clop entre dans la légende et devient le révolté des prisons françaises. Gracié par le président François Mitterrand, il sort de prison en 1981. Dans ma tête, je ne sortirai plus jamais de prison. 17 ans, je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est 17 ans. Moi, je sors avec beaucoup d'incertitudes et beaucoup d'affolement. Est-ce que je vais retrouver la faculté de vivre? Je n'ai plus la faculté de vivre. Vous devriez avoir devant vous quelqu'un qui rigole, je ne rigole pas. J'ai envie de pleurer, je trouve que c'est tellement horrible, la prison, c'est une invention anachronique. C'est une invention d'un autre âge. D'abord, je suis sorti avec une haine, une urgence phénoménale, quoi. J'ai passé 12 ans de ma vie en prison, donc pour rien, j'avais la rage, mais là, vous pouvez pas imaginer, quoi. J'avais plein d'intellectuels qui me soutenaient, etc. Et je mentais à tout le monde. À tout le monde. Je devenais le bon détenu, exemplaire, dans sa combativité, qui écrit des livres, etc., etc. Alors que je n'avais qu'une envie, c'était de les tuer. De tuer ceux qui m'avaient enfermé, quoi. Les matons qui m'avaient humilié. Le mal qu'on m'avait fait en prison, je me disais, je vais me venger. Et puis finalement, je ne me suis pas vengé. J'ai frappé au portefeuille. Et très vite après sa libération, le symbole se fissure. Braquage, arrestation, rebraquage. Clop déçoit. Clop replonge. Retour à la case prison. Enfin libre, Roger Knobelpies. Et cette fois, c'est pour de vrai. Août 1990, Clop sort de prison. Il aura passé en tout plus de 26 ans derrière les barreaux. Marqué par ces années d'incarcération, Clop va devoir réapprendre à vivre normalement. À vivre hors les murs. Ça m'arrive encore, 19 ans après, de faire un cauchemar. Je suis en état de souffrance carcérale. Enfin, à un moment, il reste l'œil et l'oreille, tout le reste du corps est mort, quoi. Vous faites quoi de votre corps? Vous vous tournez en rond, vous êtes dans l'attente, vous êtes dans l'oubli. Le surveillant vous donne une lettre, il ouvre la porte, il vous dit soupe, du pain, et les journées vides, mais vides.
Et le vide, je me demande si c'est pas pire que la mort. On peut vivre après la prison? Moi, je me pose tous les jours cette question. Tous les jours, je pense que je suis là, que je suis content d'être avec ma femme et ma fille. Mais tous les jours, je pense que j'ai en moi, c'est un peu comme le marchand de Venise, quoi. J'ai une partie de ma chair qu'on m'a pris, 10 ans de ma vie. Et c'est pratiquement présent tous les jours. Roger Knobelpies est ce qu'on appelle une longue peine. Un détenu condamné à plus de 5 ans de prison. En France, la politique pénale est de plus en plus sévère. Ces 10 dernières années, le nombre de ces prisonniers a doublé. Et la durée des peines avec. Enfermés, infantilisés, maintenus hors du monde, un jour ils sortent et sont livrés à eux-mêmes. Après avoir subi la prison, ils doivent affronter la liberté. Peu de récidives chez les longues peines, mais de profonds traumatismes. La prison, c'est détruire. C'est éliminer. C'est éliminer proprement. Sournoisement. Soit en poussant la personne au suicide, ou soit par l'isolement, en créant la pathologie. C'est-à-dire perte d'essence, perte de l'orientation, toutes les aspérités à exister deviennent des terrains glissants, quoi. Il n'y a plus rien qui nous arrête. On descend. Les longues peines comme ça sont déshabitués à gérer leur propre vie. Donc on voit des gens qui effectivement, et leur femme le raconte très bien, s'arrêtent devant la porte et attendent qu'on leur ouvre, oubliant que c'est eux qui peuvent clencher la porte. Ou alors certains qui ne ferment plus jamais la porte des toilettes chez eux. C'est impossible parce qu'ils ne peuvent pas fermer. D'abord, ils n'ont plus l'habitude, et puis ensuite, fermer des portes, etc., c'est très difficile. Revivre avec un conjoint trop proche. Les longues peines sont en cellule seule, eux, hein, mais ils ont l'habitude. À 5 heures, c'est fermé jusqu'au lendemain matin, 7 heures. Donc là, souvent, c'est très difficile de repartager le quotidien absolument. Bien sûr, le problème de la sexualité est énorme. Lorsqu'on n'a plus l'habitude d'être touché, d'avoir un rapport de tendresse, d'avoir un rapport physique, il faut réapprendre à vivre avec son propre corps. Or, l'incarcération, c'est d'abord l'incarcération d'un corps, et physiologiquement, ça se ressent. Les femmes ont des troubles des règles quand elles sont incarcérées. Tout le système hormonal ne fonctionne plus de la même manière. Très souvent, il y a des problèmes de vue. Je vous le disais, on n'accommode pas loin, et donc on a une vue tunnellaire. Certaines personnes ne voient plus correctement. Donc on voit que c'est le corps lui-même qui, au cours des longues peines, s'abîme. Si pour les longues peines, ne plus durer d'apprivoiser la liberté, pour les courtes peines, c'est de ne pas replonger. Le taux de récidive est 2 fois plus élevé pour les auteurs de délits que pour les auteurs de crimes. Fleury-Mérogis, quartier courte peine. Ici, les détenus sont condamnés à des peines de moins d'1 an. Bonjour, Miss Billy, vous prenez votre scénario, avez la casquette. À l'âge de 21 ans, Karim n'en est pas à sa première incarcération. Il purge sa 2e peine de prison, 7 mois ferme pour un délit routier. Depuis que j'ai 15 ans, 16 ans, je m'en renseigne toujours avec les grands et tout, comment c'est la prison, comment ça se fait et tout, parce que on est dans un milieu, qu'on est jeune. Je sais pas comment dire, qu'on est dans... On sait qu'on va y aller presque. Issu d'un milieu modeste, un parcours scolaire chaotique, sans emploi. Pour Karim, la prison résonne comme une fatalité. Pour briser cette spirale de la prison à répétition, Karim participe avec 24 autres détenus, tous volontaires, à un programme expérimental de lutte contre la récidive. Le but, préparer l'insertion professionnelle avant même la sortie. Pour cette opération, l'administration pénitentiaire travaille main dans la main avec le GEPSA, une filiale du groupe Suez qui gère des prisons en France. Assina Hadj les accompagne dans un projet professionnel.
Elle a 2 mois de stage pour leur apprendre à écrire une lettre de motivation, rédiger un CV ou encore simuler un entretien d'embauche. Citez-moi vos défauts, vos qualités, parlez-moi de vous. En fait, moi je suis fair-play, je suis loyal, honnête, respectueux. Ensuite, je suis ponctuel, je suis méticuleux, je suis attentif. La prison compte 15% d'illettrés. Alors se vendre à un employeur potentiel peut être un exercice difficile. Karim va commencer, donc on va voir s'il est opérationnel. Donc vous écoutez bien et ensuite vous donnerez votre avis. Okay, si vous avez des remarques ou autres, donc on pourra échanger là-dessus après l'entretien. Ok ? Je suis l'employeur. Donc Karim arrive de là-bas. Donc on observe bien sa façon de marcher, son comportement, sa gestuelle. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Vous allez bien? Et vous? Oui, ça va. Je vous en prie, installez-vous. Merci. C'est mon CV, madame. D'accord. Donc, monsieur, alors, vous postulez pour un poste de vendeur. Très bien. C'est un métier qui me correspond, je trouve, parce qu'il y a du relationnel. J'aime bien parler avec les gens. J'aime bien négocier les prix. J'aime bien communiquer. J'aime bien la présence humaine, en fait. Et donc, c'est mon domaine, en fait. C'est ça que je préfère. Alors, expliquez-moi, vous vous voyez comment dans 10 ans? Dans 10 ans, je me vois marié, avec des enfants, une vie stable, posée, un maximum possible. D'accord, donc ça, c'est le volet personnel. Après 7 semaines de stage, Karim arrive enfin à parler de lui. C'est pas mal, hein. Karim au début du stage et Karim aujourd'hui, c'est pas le même. Il a un discours structuré, il a une bonne sémantique de son projet, il est posé, souriant, il est plaisant comme personnage. Et c'est ça son plus. N'oubliez pas que vous avez élaboré un projet professionnel. C'est ça le support. C'est important. Parler de projet professionnel, bilan de compétences. Un point aussi important, l'ambition. C'est important de montrer qu'on a la niaque, qu'on est motivé, qu'on se projette dans 5 ans, dans 10 ans. C'est un élément positif. Ça prouve que vous ne restez pas bloqué sur votre incarcération, mais que vous voyez au-delà. Le passage par la case prison n'est pas une ligne facile à effacer d'un CV. Aujourd'hui, 60% des détenus quittent la prison sans emploi et sans réel espoir de réinsertion. À l'heure d'aujourd'hui, sans emploi, on n'existe pas. C'est quand même, c'est une dignité d'avoir un emploi à l'heure d'aujourd'hui. C'est sa place garantie dans la société. Sans emploi, on est en marge. Donc le but, c'est de leur redonner une identité dans la société. J'arrive à Fleury, j'étais perdu, parce qu'il fallait que je me refasse une nouvelle équipe, il fallait que je me remette bien, quoi. Il faut que je refasse les arrivants. Ils me proposent un programme, une formation avec la télé gratuite, avec des totos, des sports et tout, avec des RPS, avec des remises de peine. Et franchement, c'est ça qui m'a motivé à la base. Et après, j'ai vu qu'il y avait... je savais même pas c'était quoi à la base le programme. Ils m'ont juste dit programme et tout, donc je me suis dit vas-y, pas de problème. Je galère, j'ai rien à faire, j'ai pas resté en cellule. Je vais aller au CJD, c'est un petit bâtiment un peu plus tranquille que le grand quartier. Et je vais aller tranquille, et voilà. J'ai gratté, j'ai vu qu'il y avait une dame, Madame Aja. J'ai vu que j'avais quelque chose à gratter avec elle, parce que pour le travail et l'emploi, je me dis que je vais gratter un truc pour dehors, moi. Et après, voilà, je suis arrivé là. Pour les participants au stage, le taux de récidive a chuté d'un tiers. Mais cette initiative ne concerne qu'une toute petite partie de la population carcérale. Sur 3900 détenus à Fleury-Mérogis, seulement 120 ont participé à ce programme. L'administration pénitentiaire a pour mission la surveillance et la réinsertion, mais le déséquilibre est flagrant. C'est évidemment d'abord la surveillance et d'abord ce côté punition. Le côté punition, ça devrait être que la privation de liberté, et on sait bien que c'est bien au-delà. Quant à la réinsertion, c'est une toute petite partie. C'est-à-dire que de temps en temps, il y a une action qui fait qu'on va montrer un petit groupe de détenus, qu'on va aider à faire, je ne sais pas quoi, le Tour de France à vélo, une course à la rame. Il y a toujours 2-3 choses comme ça. Il y a des gens qui s'y donnent beaucoup, et c'est très bien qu'ils le fassent. Des encadrants, des surveillants, des directeurs de prison qui le fassent. Mais c'est quand même très souvent la cerise sur le gâteau.
Centre-ville de Nîmes, le cabinet de Maître Laplanche. Ce matin, il reçoit un jeune sous le choc d'une arrestation plutôt musclée pour tapage nocturne. Et les flics sont arrivés, vous ont embarqué? Oui, en nous disant, en nous précisant que, soi-disant, qu'il y avait un témoin qui nous aurait vus avec les mêmes habits et les mêmes descriptifs. Ah oui. Ah, surtout la nuit. Hein. Oui. Ils nous ont interrogés à partir de 3h l'après-midi. Ouais. Dès le début de la garde à vue, est-ce qu'ils vous ont notifié vos droits? À 10h. C'est ça. Et donc là, vous pouviez appeler un avocat? Oui. Vous l'avez pas fait? Non, j'ai pas fait. Pourquoi? Parce que j'avais rien à me reprocher et que j'allais sortir. Et ouais, mais le nombre de gens qui ont rien à se reprocher et qui se retrouvent au Niouf, parce que justement, ils négligent ce genre de précautions, il y en a tous les jours. Mais Christian Laplanche n'est pas un avocat comme les autres. À 18 ans, il était en prison. Christian Laplanche ou l'histoire d'une réinsertion hors du commun. C'est à 18 ans qu'il entame une courte carrière de braqueur. En moins d'1 an, une douzaine de hold-up. Condamné à 5 ans de prison, il passera 18 mois derrière les barreaux. Reconstitution du braquage du bureau de poste. Il y avait foule hier après-midi sur la place de Barbantane, curieux, gendarmes, chiens policiers. C'est marrant qu'ils précisent ça, les chiens policiers. C'est jamais, hein. La circulation elle-même était détournée, c'était le jour de la reconstitution du hold-up du bureau de poste encore présent dans toutes les mémoires, le 21 avril 82. 2 hommes pénétrés dans l'agence postale pour y commettre une attaque à main armée. Bon, voilà. Pendant son incarcération, Christian Laplanche change le cours de sa vie. Il passe son bac et commence des études de droit. 6 ans après sa sortie de prison, il devient maître de conférences à l'université de Cayenne. 20 ans plus tard, il prête serment comme avocat. Tu as été marrante parce que c'est quand j'ai prêté serment à Paris. Et alors, Libération a fait un papier. Et alors, je ne savais pas que c'était un papier avec... Il y avait Tapi, là, sur la première page, retour gagnant pour Tapi. Et en fait, ça me concernait puisque c'était pour moi aussi un retour gagnant. Vous voyez ce que je veux dire? Hein, puisque j'avais prêté serment à Paris. Son retour gagnant, il le doit à une robe. La robe de son juge d'instruction. Celui qui l'a fait incarcérer, mais aussi celui qui lui a donné le goût du droit. Chaque fois que je rentrais dans ce bureau de ce juge d'instruction, il y avait un porte-manteau, enfin un bec de perroquet, sur lequel était pendue sa robe. Chaque fois que j'allais à l'instruction et que je rentrais, que je regardais cette robe, ben je la regardais forcément parce que c'est la robe qu'on porte quand on est gens de justice. Alors je me disais, tiens, c'est une robe comme ça qu'un jour je porterai très certainement. Ce que je ne savais pas, au moment où je regardais cette robe, ce que je ne savais pas, c'est que j'allais réellement la porter, celle que je regardais, celle qui était pendue. Puisque ce juge d'instruction a quitté ses fonctions de magistrat, il est devenu moine, dominicain. Donc il porte une autre robe aujourd'hui, elle est blanche d'ailleurs. Les robes dominicaines sont blanches. Et en fait, sa robe de juge, il me l'a offerte. Voilà. Systématiquement, qu'à chaque fois que je mets cette robe, eh bien à chaque fois, je me dis qu'elle pèse lourd, quoi. Je suis passé 3 fois aux assises quand même, j'étais jugé en correctionnel, enfin bon. J'ai été moi-même à la place de ces personnes que je défends. Je sais ce que c'est que de rentrer dans un tribunal et puis quand vous êtes vous-même jugé, parce que je l'ai été. Jugé, il l'a été de nouveau, et cette fois par ses pairs, les avocats du barreau de Nîmes. Et les avocats nîmois ne voulaient pas que je sois avocat parce que ils ne pouvaient pas accepter l'idée selon laquelle un avocat puisse un jour avoir fait de la prison. Pour certains, c'était insupportable. Hein. Interdit d'exercer par le Conseil de l'Ordre des avocats nîmois, Christian Laplanche obtient finalement gain de cause en juillet 2008.
après 5 longues années de combat contre les préjugés. Parlez avec quelqu'un. Il ne sait rien de vous, il vous trouve sympa, tout ça, ou pas sympa, enfin peu importe. Quelqu'un comme n'importe qui. Et puis à un moment donné, pour une raison ou pour une autre, cette personne, elle sait que vous avez fait de la prison. C'est incroyable. Il se passe quelque chose dans sa tête. Elle ne vous voit pas de la même façon. Vous êtes quelqu'un d'autre. D'un coup, vous êtes quelqu'un d'autre. Voilà. Très bizarre comme truc. C'est bon, on est toujours sur ce mode, le bien, le mal, etc. Si vous avez fait la prison, vous avez fait quelque chose de mal, donc vous représentez le mal, vous êtes mauvais, quoi. Alors, le temps n'y fait rien. Je le vois encore aujourd'hui. Le temps n'y fait rien. Ça peut faire 1 an, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 50 ans. Vous avez fait un jour de la prison, donc il y a un truc qui ne va pas, quoi. Il y a un vice de fabrication. Vous êtes... Et non, il y a une méfiance qui s'installe. C'est une méfiance instinctive qui s'installe chez celui qui voit dans l'autre quelqu'un qui a fait de la prison. La récidive, je dirais, est une suite normale de la prison. Le contraire est une aberration. Quelqu'un qui ne récidive pas, pour moi, c'est un mystère. Donc vous êtes un mystère? Non, je suis l'arbre qui cache la forêt, certainement. C'est pour ça que je ne veux absolument pas... Là, qui dit, vous êtes un exemple de réinsertion. Ouh là là, non, je suis un contre-exemple. Faut pas voir les choses comme ça. Moi, je suis l'arbre qui cache la forêt. C'est pas normal ce qui s'est passé. Au cœur du 20e arrondissement de Paris, le Soleillet. Un des seuls centres en France qui héberge les femmes à leur sortie de prison. Elles ne représentent que 4% de la population carcérale. Peu à peu dans tes deux mains, tourne, tourne, petit moulin. Frappe, frappe dans tes deux mains, tourne, tourne. Oui, ma chérie, bravo, bravo. Hop là. Adjira, une petite fille de 1 an. À 37 ans, elle vient de purger une peine de 7 mois et demi de prison. Depuis sa sortie de Fleury-Mérogis il y a 3 mois, Adjira occupe avec Inès une des 12 chambres du centre d'hébergement. Une chance pour la jeune femme qui, en sortant de prison, n'avait pas de logement, pas de famille pour l'aider et seulement 550 € par mois d'allocation parents isolés. Le principal, c'est qu'on soit à l'abri. Le souci, c'est que voilà, tout est à l'extérieur. Donc, si je veux me laver les mains, j'ouvre la porte, je laisse ma fille, bien sûr, je traverse le couloir et je rouvre la porte. Voilà, parce que les mamans ont une salle de bain et un WC individuel. Donc là, tu as un congélateur, un tiroir. Sinon, ils nous ont fait des placards. C'est fermé à clé aussi. En fait, ce qui me bloque, c'est ouvrir, fermer. Parce que moi, je m'étais juré, j'ai dit, quand je sors, je fermerai plus les portes. C'est fini. C'est que quand tu sors du modèle prison, ces petits trucs-là te rappellent la prison. Tu vois ce que je veux dire? Tu veux ou tu veux pas, ça te rappelle la prison. Ouvre, ferme, c'est la détention. Tu viens avec maman? 1, 2 et 3. Au Soleillet, Adjira est libre mais encadrée. Au centre, un assistant social, 6 éducateurs se relaient pour aider ces femmes, fragilisées par des vies chaotiques et brisées par les années d'incarcération. Bon, vous savez pourquoi on se voit aujourd'hui? Oui, faire le point. Ouais. Donc moi, comme je vous ai dit, les bêtises, ça a été très tard. Moi, j'ai eu ma vie, j'ai eu ma stabilité, j'ai eu mon appartement, j'ai eu mon travail, j'ai tout eu. Je suis pas quelqu'un qui est sorti de chez papa et maman et qui a été dans la rue. Non. Vous voyez? Donc c'est à 37 ans que j'ai fait de la prison. C'est pas à 25. Donc c'est pas du tout la même chose. Non, c'est pas du tout la même chose. Moi, je veux récupérer ma vie avant les bêtises. Ma stabilité, mon appartement. Mon enfant qui va à l'école, mon petit boulot, je viens, j'emmène ma fille, je reviens, je fais à manger, comme tout le monde. Donc je veux essayer d'avancer. Voilà. Certaines ne connaissent pas l'euro.
Donc n'ont pas connu le passage à l'euro. Certaines ne connaissent pas Paris. Certaines n'ont jamais travaillé, ne savent pas ce que c'est qu'un curriculum vitae, ne savent pas ce que c'est qu'un employeur, ne sont pas au courant, ne savent pas ce que c'est qu'un contrat de travail. Souvent, quand on rencontre quelqu'un pour la première fois dans la vie, on dit bah, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Bah, alors dites que vous sortez de prison et que vous faites rien. Alors là, ça ne vaut pas du tout. Là. Enfin, je veux dire, ça va pas plaire. Au Soleillé, parmi la dizaine d'anciennes détenues, Adjira est la seule à vivre avec son enfant 24 heures sur 24. Donc on va être riche, ma chérie. Sa seule amie, Nathalie, est au centre depuis 1 an. Elle a passé 5 ans derrière les barreaux. Le plus dur, c'était la sortie. Pourquoi? Parce que j'étais incarcérée et vu qu'on était déjà... Ce qui est le plus dur, en fin de compte, c'est quand on a les portes ouvertes, les clés. Parce que là, on peut ouvrir notre courrier nous-mêmes. Qu'en prison, on n'ouvrait pas notre courrier. C'est la détention qui l'ouvrait pour nous, quoi. Donc ici, il y a plus de... Comment dire? On est plus libre, quoi. Et c'est ça qui vous fait peur? Ouais, au départ, ouais. Parce que je pouvais pas mettre un pied dans un magasin, quoi. Vous aviez peur de quoi exactement? De regarder des gens. T'avais l'impression que quoi? Que tout le monde savait? Et après, je me suis dit, ben non, c'est pas marqué sur mon front, donc il faut que j'aille dehors et puis que j'affronte les gens de l'extérieur, quoi. Puis on n'a pas tous vécu la même incarcération aussi. Il y en a qui ont fait moins de prison que d'autres en ont fait le plus, donc on n'a pas tous... Il y en a qui ont des familles, il y en a qui ont quelqu'un à l'extérieur, elles sont seules. Par exemple, Nathalie, elle n'est pas de Paris, déjà, à la base. Donc, et en plus, tu sors de prison, donc t'imagines, elle connaît rien, elle a personne. Nathalie, en dehors du Soleillé, voilà, elle était comme moi, elle errait comme une âme perdue, hein, c'est pour ça qu'on s'est retrouvés, hein. C'est simple. Parce qu'on n'aurait pas un point commun, on ne se serait pas retrouvés. Le point commun, c'est qu'ici, on se sentait énormément seuls. Vous seriez où si vous n'étiez pas au Soleillé? Moi? Depuis la sortie? Ou au jour d'aujourd'hui? Depuis la sortie. Sincèrement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce qu'après, tu ne peux pas savoir, je veux dire, l'énergie ou la force que tu peux déployer pour te sortir de ta merde. Hein. Donc, je ne sais pas. Moi, je serais à la rue, moi, s'il n'y aurait pas eu le Soleillé. C'est après que je remonte et que je ferme les portes. Adjira et Nathalie sont marquées au fer rouge, taulards à vie. Alors vivre dans un centre avec des règles leur rappelle sans cesse l'enfermement. Des horaires stricts, l'obligation d'entretenir les parties communes. Et les hommes, interdits de visite. Une contrainte ingérable pour Adjira qui ne peut accueillir le père de sa fille, Laurent. Il vient de sortir de prison et lui non plus n'a pas d'emploi. Il vit dans un hôtel social pour les sans domicile fixe à l'autre bout de Paris. Là, il fait froid, à se promener, c'est pas génial. En plus, avec les poches vides, encore moins. Vous l'aviez imaginé, ça, quand vous étiez en prison, le premier jour de sortie dans la rue, tous les trois? Ah, moi, j'ai tout imaginé. Hein. Chaque moment, chaque instant, même les gestes de la petite, les retrouvailles. Ça correspond à ce que vous aviez imaginé, à peu près? Pour l'instant, oui et non, je peux dire. Parce que, oui, pour les retrouvailles. Et pour le reste, non pour les conditions. Non pour les conditions, voilà. À la noisette. Le couple passe ses journées à régler d'innombrables formalités administratives. Allez. Je veux les comptes, là. Je vais contrôler, là. Est-ce que tu as bien fait ce qu'il fallait que tu fasses? Une étape longue et complexe, indispensable pour retrouver une vie normale. Un appartement, un emploi et une crèche pour Inès. Ah, t'es la caisse de... Il va falloir transférer ton dossier, hein. Si. Il faut se mettre à jour, puisque quand tu sors, tu changes d'adresse. Donc il faut remettre à jour ta sécu, ton RMI, toute ta couverture sociale, tout ton système. Il faut tout remettre. Il faut faire le tour, leur donner les papiers. Donc papier de sortie, domiciliation, ta nouvelle adresse postale,
pour que les droits soient réouverts. Et prouver que tu te réinsères dans la société. Voilà, la réinsertion, c'est ça pour eux. C'est que tu déclares à tous les différents services que tu es dehors et où tu te trouves et si tu as des droits, qu'on te les ouvre ou pas. Et nous, on va se battre jusqu'au bout, on va jamais rien lâcher. Un peu pogne. Bonjour. Bonjour. Cet après-midi, ils ont rendez-vous à Horizon, un centre d'accueil et de soins pour parents souffrant d'addiction. Bonjour, je suis Angela. Oui, bonjour. Bonjour, je suis Laurent. Enchantée, puis ça c'est Inès. Bonjour Inès. Moi je suis Brigitte Dallet, je suis responsable du pôle hébergement. Et donc j'ai appris par mes collègues que vous aviez fait une demande de séjour en appartement thérapeutique. Oui, tout à fait. À Paris, le centre dispose de 11 appartements thérapeutiques. Des lieux de soins où psychologues, assistantes sociales et éducateurs veillent sur les locataires. C'est le dernier espoir du couple pour vivre ensemble. Nous, on en a besoin. On appelle au secours, on demande, on est vraiment en danger. On le sent, donc on prévient. Donc voilà, alors si... Nous, l'un de nos problèmes, c'est pour ça qu'on est suivi à Horizon, c'est pour ce problème de consommation. Donc on est dans l'abstinence. Vu le temps de détention, moi j'ai été à Pierre-Nicole auparavant, donc quand même il y a 1 an d'abstinence. Donc si une situation comme ça perdure, c'est dangereux pour des gens comme nous. Parce que vous savez que le produit, c'est comme un petit diable qui est là et qui attend que vous baissiez votre garde et ça vous retombe dessus. C'est-à-dire c'est un moment. Et la descente aux enfers, elle est 10 fois plus rapide que comme si c'était la première fois que vous utilisiez ce produit. Vous vous sentiez en sécurité par rapport à ça en prison? En sécurité? En sécurité non, parce que pour moi le vrai combat il se passe à l'extérieur. Là c'est une obligation, j'avais pas le choix. Donc c'est pour ça que là le travail on continue à le faire, mais à l'extérieur. C'est là que les vraies choses se passent. Et pour pouvoir se donner les moyens de continuer dans cette lancée, il nous faut ce petit cocon où on sait qu'on est déjà être en sécurité par rapport à la rue, parce que c'est dans la rue qu'on trouve ce produit, c'est quand même avoir un chez-soi. Mais en même temps, vous allez forcément être traversé par des moments de doute intense ou par peut-être même des désaccords entre vous deux concernant l'éducation de votre enfant ou les choix à faire dans telle ou telle situation ou comment gérer la vie au quotidien quand on a un enfant, parce que finalement, cette vie au quotidien, vous l'avez vécue ensemble tous les deux, mais quand même avec un troisième personnage important qui est la défonce. Avec Inès, tous les trois sans le produit, ça s'est pas encore réalisé, ça. Non. Hein, donc c'est cet apprentissage-là que vous allez pouvoir faire, cette expérimentation-là. On en est au balbutiement, hein. Voilà. Avec Inès sans le produit, attention, on en est au balbutiement. Voilà. Je t'en pense que c'est bien passé. Ouais, non, pour moi, ça va. Ça va. Maintenant, il faut attendre, hein. Il faut attendre que ça porte ses fruits. On leur a dit ce qu'on avait sur le cœur, puis c'est voilà. On ne peut pas lâcher l'affaire, on ne lâchera pas l'affaire. La franchise ne paye pas toujours, mais j'espère que cette fois-ci, elle va payer. Hein. On verra bien. Hein. Vous êtes plutôt optimiste ou négatif? Non, je suis optimiste. Avec Horizon, je suis optimiste. Ouais. Je pense que c'est les mieux placés pour comprendre la situation et ce qu'on est en train de vivre. Tu vois, ils sont vraiment spécialisés dans la chose. Voilà. Ils savent ce que c'est que souffrir, la galère, la rue. En tout cas, ils ne doivent peut-être pas le savoir, mais en tout cas, peut-être qu'ils le comprennent mieux que d'autres. Voilà. C'est la clé pour la situation à 3. C'est la seule. C'est le seul passage qu'on a trouvé pour l'instant. Lorsqu'ils vont être dans la prison, ils vont être tenus par les murs et il n'y a pas cette angoisse de vivre comme ça parce qu'on leur dit tout. Voilà, c'est l'heure du repas. Ils sont dépendants, mais dépendants des murs de la prison, dépendants du système de la prison. Donc ils sont infantilisés et ça leur va d'une certaine manière. Ça leur va, c'est-à-dire qu'ils arrivent à survivre assez bien là-dedans. Mais lorsqu'ils vont être dehors, là il va falloir à nouveau marcher tout seul et devenir un adulte autonome.
Et là, c'est aussitôt l'angoisse. Aujourd'hui, Karim, le jeune multirécidiviste de Fleury-Mérogis, a obtenu une permission de sortie exceptionnelle. Assina, son tuteur de projet, lui a décroché un entretien pour une formation. Karim a encore du mal à y croire. Je me dis quand je sors, comment ça se fait? Est-ce que en fait, je me dis, est-ce ça va me refaire comme à chaque fois, la carotte du siècle? Est-ce qu'ils vont me dire, alors je sors, et en fait, il n'y a jamais rien eu, il n'y a pas eu de patron, il n'y a pas eu de formation, il y a juste des permissions pour faire semblant, mais en fait, quand on sort, il n'y a rien. Mais ça, c'est juste une inquiétude, hein. C'est une inquiétude, mais on verra comment on va sortir. C'est violent quand même, la sortie. Ils sont incarcérés, donc détenus 24 heures sur 24, sans axe de liberté. Ils doivent demander la permission pour tout, donc ils sont très infantilisés. Et du jour au lendemain, on les balance comme ça dehors, merci, au revoir, et on leur dit de s'adapter à la liberté. C'est violent. C'est justement pour éviter une sortie trop brutale que ce programme existe. Karim a rendez-vous dans un lycée professionnel de Seine-Saint-Denis avec le responsable de l'enseignement continu, Monsieur Cronier. Donc Régis, je vous présente Karim, c'est le candidat dont je vous ai parlé. Si Karim réussit cet entretien, il pourra décrocher une formation de vendeur de 5 mois. Voilà. Un passeport pour sa réinsertion. Et il va vous exprimer ses motivations comme un grand. Alors, vous êtes allé à l'école, oui. Donc vous êtes allé jusqu'à quel niveau? En fait, j'ai passé un CAP plomberie. CAP plomberie, vous avez fait 2 ans? Oui. Vous l'avez obtenu ce CAP? Non. Donc, ça vous intéressait la plomberie? Oui. Mais vous n'avez pas obtenu votre CAP? Non. Pourquoi? J'ai pas été à l'examen. Donc vous n'avez pas pu aller à l'examen? Oui, j'ai pu l'examen. Mais sinon, vous l'auriez eu? Je sais pas, j'espère. Parce qu'en fait, je pense que c'est une école, un foyer désigné par la juge. C'est pas une détention. C'est un centre éducatif fermé. En fait, il a eu un parcours complètement décousu lié aux incarcérations à répétition. D'accord. Bon. Qu'est-ce que vous voulez faire alors? Vendre. Vous voulez être vendeur? Oui. Vendeur en quoi? En matériel EFI. C'est dans le domaine que je pense qui m'apportera le mieux. D'accord. Excusez-moi. Je suis un peu stressé et tout, donc j'arrive pas très bien à parler. Je bloque un petit peu. C'est-à-dire que nous, distance, on fait pas, hein. Sa carrure, elle est un peu impressionnante. Alors, il connaît bien son boulot. Alors, pour l'accompagnement, si vous voulez, faut que j'arrive à me placer en fait, entre lui et moi en fait, pour bien le stabiliser, pour le mettre en confiance. Je vous en prie. Au revoir. Excusez-moi. Bon, donc, maintenant, qu'est-ce que vous venez rechercher dans cette formation? Un plus. Des personnes qui peuvent m'aider à apprendre mieux le métier de vendeur, acquérir plus d'expérience. Comme ça, quand j'arrive direct en milieu professionnel, je me sentirais mieux. J'aurais un niveau un peu plus élevé, on va dire. Je pense que je mérite encore d'acquérir cette expérience. Vous avez encore besoin? J'ai encore besoin d'expérience, je pense. Sachez que le plus dur, pour n'importe quel jeune, que ce soit vous ou un autre, c'est de tenir. Hein, on se fixe un objectif, on ne le lâche pas. Vous ne pourrez véritablement dire que vous avez réussi et donc réussir, vous ne pourrez véritablement vous insérer que si vous vous donnez les moyens, donc si vous avez une présence, si vous avez une volonté, mais aujourd'hui vous me le dites, il faudra aussi que vous me le disiez à la fin. Et à ce moment-là, vous verrez que vous insérez. Merci. Ça a été? C'est pas facile. Hein. Il me sait pas parler. Bah oui, mais c'est ça. Hein, j'aurais parlé, j'aurais pu oui, vous montrer. Vous n'avez pas l'habitude de voir de tels profils. Parce qu'il me bloquait à chaque fois. Bah oui. Mais je voulais parler, j'ai pas le temps de parler. Bloc. J'ai pas le temps de parler. Voilà, si j'aurais bien parlé tranquillement et tout, j'aurais montré les techniques que j'aurais parlé, je serais rentré dans un vif du sujet. Oui. Et là, j'ai pas eu le temps de parler bien.
j'avais d'aller le voir, lui dire que non, c'est comme ça, que ça, c'est tout. Parce que moi, on n'a pas laissé m'exprimer. À chaque fois, il me claque, il me disait 2-3 mots, et boum, il me bloquait. Bah oui, mais en même temps, il faut savoir s'arrêter de parler. C'est ça aussi un dialogue. Ah, mais il aurait kiffé, j'aurais parlé. Non, parce que trop parler, c'est mauvais en même temps. On doit laisser la parole au recruteur. Il a quand même une position supérieure face à vous. C'est vous qui êtes en demande, à vous de l'écouter. Et s'il vous coupe la parole, vous n'avez pas à répliquer. Et je trouve que c'est bien parce que ça prouve qu'on a de la discipline. La discipline de la communication, c'est savoir se taire au moment opportun. C'est pas de la réinsertion, ça je vous précise, c'est de l'insertion. C'est de l'insertion. Parce que j'ai pas été inséré déjà. La réinsertion, c'est qu'on a déjà été inséré, on tombe. Moi, j'ai jamais rentré dans la vie active. À part des petits boulots comme livreur de pizza, plomberie, j'étais en formation, tout ça. Là, c'est de l'insertion pour moi. Moi, je suis tout jeune. Ça travaille, c'est là qu'on m'a proposé des vrais contrats, des vrais horaires et tout. Et j'ai eu que des petits boulots, moi. J'ai pas eu d'insertion, un vrai projet professionnel à suivre. Et avec Madame Hadj, j'ai suivi mon projet professionnel, petit à petit. Le soir de l'entretien, retour en cellule pour Karim. Encore un mois à tenir avant sa sortie définitive. « 7h du matin, l'abri des familles devant la prison de Fleury-Mérogis. Après 7 mois derrière les barreaux, c'est enfin le grand jour pour Karim. Un véritable comité d'accueil s'est réuni. Sa sœur et des amis sont venus pour l'accompagner dans ses premiers pas d'homme libre. Il va aller au grec. C'est sûr, il va aller au grec. Direct. Je vais avec lui, moi. Il a pris la chérie. Ouais, je te jure. Après, ça, il va au coiffeur où il va dormir. Après, on va aller au kebab. Non, il va le coiffeur après. Inch'Allah. Bon alors, qu'est-ce qu'on dit? Liberta. On dit Liberta. Ah ouais mon frère, Liberta, on sort là, ça y est. T'as pas une permission là? Non, c'est pas une permission, c'est Liberta, ça y est. Y'a personne derrière moi là. Le grand souffle de la liberté, oui. Oui, les premiers jours, c'est euphorique, c'est idyllique, on a l'impression que on va renaître, quoi. Et puis très vite, on est déçu par la liberté, quoi. Il y a pas en prison, on imagine un genre humain différent. On imagine des rencontres, on imagine des gens avec qui on peut parler, on imagine des gens qui peuvent se battre, des gens embrasés. Et puis on s'aperçoit que on a été libérés pour être au milieu, je dirais, des esclaves masqués, des esclaves libres, ou des moutons de panurge, quoi. Je descends. Je n'étais pas propre. Chambre d'un frère. Ils n'ont plus en place. Attention d'être casse. C'est la classe. Nourrir ta famille. C'est la vérité du bitume. La cité, mon frère. Voilà la mer, wesh. C'est la hasse. Chez nous, c'est la merde. Voilà, c'est la merde. Croyez-moi, mais c'est la merde. Voilà, c'est la merde. Toujours une tension dans la cité et tout. C'est pour ça qu'il faut que je trouve un travail. Le plus vite possible.
que j'ai au moins un moment dans la journée où je suis plus dans la cité comme avant et tout. Faut que j'esquive un peu tout ça. On a un peu peur de retourner à la maison, de retrouver les copains, de retrouver le quartier. On a honte, on a... Non, il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de fierté non plus. On va se refaire hein, petit à petit. Hein. Il y a quelques mecs qui m'ont soutenu. C'est avec eux que je vais traîner quoi. Mais sinon les autres, bonjour, au revoir, sans plus. Les mecs j'ai traîné avec eux, mon frère, depuis que je suis petit. Tu fais 6-7 mois comme ça en prison, ils t'oublient. C'est pas grave, c'est rien. Y a pas de potes, hein. Dès que t'as 20 ans, 21 ans, c'est fini les potes. Ça a 15 ans, 12 ans que t'as les potes, tu traînes avec eux en bande tout. Ouais. C'est fini les potes maintenant. Maintenant tu tournes. T'es grand maintenant, faut que tu commences à faire ta vie. Hein. Faut que tu commences à te poser. Hein. Pour se reconstruire, se poser, Karim peut compter sur le soutien d'une famille unie. C'était quoi? Son frère aîné, Jamel, sa sœur, son petit-neveu et ses parents sont tous là pour l'accueillir. Elle est là, tonton, elle est là, tonton. Elle est là, tonton, elle est là, tonton. Tu veux tonton là? Sofiano. Sofiano. Viens Lolo. Ça va, c'est fini, là, ça y est. Ah là là là, ça va. Laurie, viens. Je ne pose pas. Et là, tonton. Tu vas voir tonton? Ah, c'est là. Tu vas voir tonton. Tu vas voir tonton. Oh, c'est trop mignon. Ça va, maman? Il est là, le frelon. Il est là, frérot. Qui ne travaille pas, c'est obligé de faire le bêtise. Avec les copains, avec les. Et entre la nuit et entre ça, c'est pas. C'est fini. C'est moi qui occupe maintenant lui. C'est moi, même j'ai resté sans travail, j'ai occupé lui jusqu'à il travaille entre la maison. D'accord, j'ai pas tiens un homme à la maison, j'ai fermé, c'est obligé, il sort. Mais c'est pas sorti toute la nuit, toute la journée. Il va travailler entre à la maison. Je sais qu'il va pas recommencer. Je sais qu'il est motivé pour travailler, faire des choses, des projets. Je sais qu'il a compris. Ça lui a servi de leçon. Non, à 9h30, c'est là. Chemin comme léger. L'espoir de trouver un emploi tient Karim hors de l'eau. Mais si le programme ne tient pas sa promesse de réinsertion, Karim n'est pas à l'abri de revenir à sa vie d'avant, à l'argent facile et aux petits délits. Ce matin, Adjira quitte le soleillé et Nathalie son amie. Je vais te faire un bisou quand même. Tu vas me faire pleurer. Arrête, pleure pas, on n'est pas loin. Moi, je suis bien. C'est quelques arrondissements qui nous séparent. Oh, t'inquiète. Elle emménage dans un appartement thérapeutique avec Laurent et la petite Inès. Un répit pour le couple, peut-être enfin l'espoir de retrouver une vie normale. On sait où se trouver, t'inquiète pas. Bon allez, une qui est innocente les mains pleines, c'est ta fille. C'est clair. Elle est née innocente, elle restera innocente. Ah bah je l'espère, parce qu'elle va goûter de mon bâton. Oh. Attention, les menaces, ça mène loin. Pour Karim aussi un peu de répit.
Retour sur les bancs de l'école. On doit être toujours le montant du salaire brut. Il a 4 mois pour apprendre les techniques de vente avant de trouver un emploi. Son dernier espoir pour ne pas replonger. Moi, l'école, ça me saoule un peu. J'ai déjà fait trop d'écoles, trop de formations bizarres, ça n'a jamais réussi. Et voilà, maintenant, j'espère que ces 4 mois, ils vont me faire travailler directement dans un domaine que j'aime bien, et voilà. C'est plutôt une bonne chose, vous êtes content? Ouais, c'est plutôt une bonne chose. Mais il a fallu que j'aille en prison pour trouver ça. L'espoir d'un emploi pour Karim, un logement pour Adjera, mais un avenir toujours incertain. 60% des anciens détenus ont de nouveau affaire avec la justice.